On revient donc à nos histoires de... Pardon, pas mes mails perso, mais on revient à nos histoires de vraisemblance. Donc ce qui nous intéresse dans la vraisemblance, c'est de mettre au point une méthode pour définir, en fait, pour trouver des estimateurs. En effet, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la vraisemblance pour comprendre ce que c'est qu'un estimateur du maximum de vraisemblance. Donc on va se donner un exemple tout simple de qu'est-ce que c'est que la vraisemblance, dans un premier temps. Et donc la vraisemblance, quand vous y pensez, en fait, vraisemblance, c'est pas très différent de probable. D'accord ? On se dit, quand vous dites de quelque chose que c'est invraisemblable, c'est la même chose que de dire que c'est improbable, et quand vous dites que c'est vraisemblable, c'est la même chose que de dire que c'est probable. C'est tellement proche d'ailleurs qu'en fait, en allemand, si vous avez fait de l'allemand, en allemand, la probabilité, c'est die Wahrscheinlichkeit. Et die Wahrscheinlichkeit, c'est wahrscheinlich, ça veut dire qui semble vrai. D'accord ? Wahr, c'est vrai, et scheinen, c'est apparaître, sembler. Donc wahrscheinlich, ce qui veut dire probable en allemand, ça, littéralement, c'est vraisemblable. Donc il y a une très grande parenté sémantique entre vraisemblance et probabilité. Sauf que la vraisemblance, c'est une probabilité particulière. La vraisemblance, en fait, c'est la probabilité de ce qu'on observe sous une certaine hypothèse. D'accord ? Sous une hypothèse, et l'hypothèse, il faut qu'elle soit explicite, d'accord ? Donc une hypothèse, on va dire à préciser. Et donc par exemple quoi ? J'ai les trois nombres suivants, 1, 2 et 3, et je me demande quelle est la vraisemblance de ces trois nombres. Là, c'est comme je vous l'ai déjà dit 36 fois, en soi, ça ne veut rien dire. D'accord ? C'est la vraisemblance de ces trois nombres, si je ne me donne pas d'hypothèse, ils sont là, la vraisemblance de 1, 2, 3, il n'y a pas. En revanche, je peux me demander quelle est la vraisemblance de ces trois nombres comme résultat du tirage aléatoire d'un dé à 6 faces. D'accord ? Donc, mon hypothèse, H, ça va être, par exemple, que ces trois nombres résultent du tirage d'un dé à 6 faces. Alors je sais, un dé à 6 faces, pour beaucoup d'entre vous, c'est un dé. D'accord ? Mais pour les gros nerds, un dé à 6 faces, ça n'est qu'un dé possible, d'accord ? C'est-à-dire c'est un dé cubique. Oh, le nerd, il sait bien dessiner les cubes. Et pourquoi c'est qu'un seul dé possible ? Parce que, comme vous le savez, il y a des dés à 4 faces, qui sont des pyramides. Il y a des dés à 8 faces, qui sont en fait... c'est quoi des dés à 8 faces ? Les dés à 8 faces, c'est des rhomboèdres qui sont... Alors, c'est pas des pyramides, d'accord ? C'est en fait... La surface, là, elle est carrée, et vous avez deux pyramides à base carrée, d'accord ? Vous avez deux. C'est affreux, c'est trop laid. Enfin bon, peu importe, on peut imaginer des solides, on peut imaginer des solides réguliers avec plus que 6 faces, d'accord ? Donc on peut imaginer des solides réguliers avec 3, avec 4, non pas avec 3, c'est pas possible, mais on peut imaginer des solides réguliers avec 4, avec 8, avec 10, avec 12, avec 20 faces. Bon, et si vous avez joué à Donjon Dragon à la grande époque, c'était comme ça qu'on faisait... on utilisait des dés pour faire des tirages plus compliqués que les tirages à 6 faces. Bon, mais alors là l'hypothèse qui m'intéresse, c'est je dis, quelle est la vraisemblance de tirer 1, 2, 3 si, en fait, comment dire, ces nombres sont le produit du tirage d'un dé à 6 faces. Ça paraît évident. Enfin, ça paraît évident à calculer. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir 1 sachant que j'ai lancé un dé à 6 faces, c'est un sixième. D'accord ? Et c'est la même chose que la probabilité d'obtenir 2, sous l'hypothèse que j'ai lancé un dé à 6 faces. Oui, alors attendez, j'ai oublié de vous dire, un dé à 6 faces régulier, naturellement, parce qu'on ne va pas s'amuser à entrer dans le fait que les dés de Zozo ont été truqués par Lulu et qu'on voudrait savoir... Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est simplement qu'on veut comprendre
là, ce calcul vous apparaît débile, mais ce qui est important, c'est qu'on pourrait très bien faire une hypothèse alternative. Mais avant de prendre une hypothèse alternative, on va aller au bout de ce calcul tout simple. Tout simple, ce calcul tout simple qui nous dit, ben, il y a une chance sur 6 que j'ai observé 1, il y a une chance sur 6 que j'ai observé 2, il y a une chance sur 6 que j'ai observé 3. Et donc la probabilité, en fait, des observations 1, 2, 3, alors j'ai tenté de faire des accolades. D'accord ? Voilà, sous l'hypothèse H, ben, c'est précisément ça que je vais appeler la vraisemblance. Et la vraisemblance, je vais l'abréger avec un L, avec un grand L ronde. Pourquoi? Parce que vraisemblance, ça commence par un L. Mais pas en français, évidemment, en anglais, likelihood. D'accord? Et donc, oui? Excusez-moi, il y a écrit quoi dans P de X est égal à H? Je sais qu'il y a un H dans la parenthèse. Ouais. Là, c'est de X égale 1, sachant l'hypothèse H. D'accord? C'est Ah, une proba conditionnelle à l'hypothèse H. ok, merci. Je vous en prie. Donc là, pareil, en fait, ce qu'on va appeler la vraisemblance de 1, 2, 3 sous l'hypothèse H, ben en fait, c'est donc un sixième fois un sixième fois un sixième, c'est-à-dire un sixième au cube, c'est-à-dire un 216e. Parce que j'ai beaucoup joué à Donjons et Dragons, et donc ça, les probabilités, les puissances de 6, miam. Mais c'était il y a très très longtemps. Hein. Donc la vraisemblance de tirer 1, 2, 3 en jetant 3 dés à 6 faces, c'est que j'avais une chance sur 216 de faire un 2, 3 dans cet ordre. Bon, en soi, on s'en fout de cette vraisemblance, elle a aucun sens particulier. C'est juste la probabilité d'obtenir le tirage 1, 2, 3 quand je lance 3 dés. Parce que là, j'ai considéré l'ordre. D'accord ? Si je ne considère pas l'ordre, bah, évidemment, je vais avoir au numérateur le nombre de combinaisons oui, bref, je vais avoir que... En fait, j'ai 1, 2, 3, mais j'aurais pu avoir 3, 2, 1, 2, 1, 3, etc. Donc ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est pas notre sujet et c'est pas intéressant. C'est parce que justement, le truc, c'est qu'on n'est pas là dans une perspective calcul des probabilités, on est dans une perspective d'estimation statistique. Et qu'est-ce qu'on cherche à estimer? Bah, par exemple, ce qu'on peut se demander, c'est, à votre avis, est-ce que ce résultat 1, 2, 3, c'est le résultat du tirage d'un dé à 6 faces, ou le résultat du tirage d'un dé à 4 faces, ou le résultat du tirage d'un dé à 20 faces? Bah, de manière... Alors, c'est là que le calcul, il est évident. C'est-à-dire que si je reprends la même vraisemblance pour les observations 1, 2, 3, mais que mon hypothèse, maintenant, c'est l'hypothèse que je vais appeler H4. Et l'hypothèse H4, en fait, c'est quoi? Ben, c'est que au lieu d'avoir lancé des dés à 6 faces, j'ai lancé des dés à 4 faces. Dans ce cas-là, ma vraisemblance, c'est quoi? Ben, c'est qu'au lieu d'avoir un sixième puissance 3, j'ai un quart puissance 3. Et un quart, pourquoi? Ben, parce que j'ai une chance sur 4 d'obtenir 1, une chance sur 4 d'obtenir 2, une chance sur 4 d'obtenir 3. Et donc, un quart au cube, c'est quoi? Ben, c'est 1 sur 64. Alors là, je prends un dé à 4 faces, je pourrais prendre H20, je vais en prendre deux autres parce qu'elles ont leur importance. H20 qui est un dé à 20 faces, et H2 qui est un dé à 2 faces. C'est quoi un dé à 2 faces? C'est une bande de Möbius. Bon, alors un dé à 2 faces, c'est pas commode à utiliser, je suis d'accord avec vous, mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Parce que sous H20, c'est quoi la vraisemblance des observations? 1, 2, 3. Bah, évidemment, c'est que j'ai une chance sur... C'est vraiment atroce, hein, quand ça commence à pédaler dans la semoule, là. Donc j'ai une chance sur 20 de tirer 1, une chance sur 20 de tirer 2, une chance sur 20 de tirer 3. Donc en fait, pardon, c'était une parenthèse.
Donc ça, c'est 1 sur 20 au cube. Et donc 1 sur 20 au cube, c'est évidemment 1 sur 8000. Et à la limite, le calcul n'a pas plus d'intérêt que ça. C'est simplement se dire, l'idée de la vraisemblance, c'est que vous vous demandez donc quelle est la probabilité du monde que vous observez en fonction des hypothèses que vous faites. Et là où ça devient amusant, c'est que on peut très bien faire l'hypothèse que j'ai tiré 1, 2, 3 avec un dé à deux faces. Pourquoi on peut très bien faire l'hypothèse? Parce qu'on peut calculer. Et dans ce cas-là, c'est quoi la probabilité? J'ai une chance sur 2 de faire 1, j'ai une chance sur 2 de faire 2, et évidemment, j'ai 0 chance de faire 3. Si vous faites 3 avec un dé à deux faces, c'est quand même qu'il y a un peu un problème. J'entends par dé à deux faces, un dé dont les deux faces sont numérotées 1 et 2. Bien sûr, parce que si vous faites un dé à deux faces dont les deux faces sont numérotées 3, c'est pas la peine de faire un tirage aléatoire. Donc là, la vraisemblance, c'est 0. Et là, j'avais oublié un dernier 0. Bon, donc en fait, la vraisemblance, c'est juste la probabilité d'un certain nombre d'observations sous une certaine hypothèse. On voit qu'il y a des hypothèses qui rendent les observations juste invraisemblables. Et puis il y a des hypothèses qui rendent les observations plus ou moins vraisemblables. Alors évidemment, mon cas, il est aberrant là. C'est-à-dire que quand on vous donne 3 nombres et on vous demande à combien de faces avait le dé qui vous a permis de tirer ces 3 nombres, en fait, l'estimateur, enfin si vous voulez, le nombre de faces qui va rendre maximale la vraisemblance des observations, c'est le nombre de faces qui est égal au nombre maximum qu'on observe. Concrètement, j'ai tiré 1, 2, 3. Ce que je vois, c'est qu'avec un dé à 4 faces, j'aurai une chance sur 64 de faire ces observations. Avec un dé à 5 faces, j'aurai une chance sur 125. Avec un dé à 6 faces, j'aurai une chance sur 216. Avec un dé à 7 faces, je ne sais pas, parce que je ne sais pas faire 49 fois 7 de tête. Enfin, pas assez rapidement. Avec un dé à 20 faces, j'ai une chance sur 8000. Avec un dé à n faces, j'ai une chance sur n au cube. Donc concrètement, c'est le dé à 3 faces qui me donne la meilleure probabilité, puisque le dé à 2 faces, il ne permet pas de faire 3. Donc il me donne une vraisemblance nulle. Donc je vois ce que c'est qu'un estimateur du maximum de vraisemblance. Un estimateur du maximum de vraisemblance, c'est, je choisis le paramètre qui va donner une vraisemblance maximale à ce que j'observe. Alors attention, ce n'est pas la vraisemblance de mon hypothèse, c'est la vraisemblance de ce que j'observe sous l'hypothèse que je fais. Alors, donc là, c'était un cas un peu caricatural, parce que j'ai voulu prendre le cas le plus simple. Mais vous voyez par exemple, si on se rapporte au terme de l'exercice sur le glaucome qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exercice sur le glaucome, ça devait être l'exercice 7 du TD3. Dans l'exercice 7 du TD3, qu'est-ce qu'on avait? On avait deux possibilités. Soit vous avez un glaucome, et dans ce cas-là, votre pression artérielle, c'est quoi? C'est une normale d'espérance 25 et de variance 1. Soit vous n'avez pas de glaucome, et votre pression artérielle, c'est quoi? C'est une normale d'espérance 20 et de variance 1. Et donc typiquement, quand vous ne savez pas si quelqu'un a un glaucome ou pas un glaucome, et vous prenez sa pression artérielle, vous pouvez très bien calculer la densité, enfin en fait la vraisemblance, donc la densité de probabilité sous l'hypothèse qu'il a un glaucome et la densité de probabilité sous l'hypothèse qu'il n'a pas de glaucome. Et puis vous voyez laquelle des deux hypothèses est la plus vraisemblable. C'est celle qui vous donne la vraisemblance ou la densité la plus élevée. Du coup, vous voyez, le truc qui est amusant avec les vraisemblances, c'est que c'est une manière de penser la probabilité qui est complètement à l'envers de ce qu'on fait, de ce que vous avez, enfin de la manière dont on a appris les probabilités au début. Parce que dans la manière où on a appris les probabilités au début, on nous a dit, voilà les distributions de probabilité, calculez-moi quelque chose. Alors que là, on ne vous donne pas les distributions de probabilité. En fait, les distributions de probabilité, on ne les connaît jamais, c'est toujours des hypothèses. Parce que quand vous y pensez, même tous les problèmes de proba classiques qu'on vous donne dans les livres de terminale, quand on vous dit on prend un jeu de 52 cartes où il y a 3 valets, où il y a 4 valets, quelle est la probabilité de je sais pas quoi, etc.
Mais qui vous dit que le jeu fait vraiment 52 cartes? Qui vous dit que les Illuminati, en fait, c'est pas moi. Qui vous dit que je ne suis pas un Illuminati? Qui vous dit que votre mère n'est pas une Illuminati? Personne, naturellement. Vous pouvez toujours croire absolument n'importe quoi. Regardez, ça, vous pouvez même être président des États-Unis en croyant n'importe quoi. Mais ce genre d'hypothèse, eh bien, elle rend le monde extérieur pas très vraisemblable. Voilà. Donc il y a des hypothèses qui rendent plus vraisemblable le monde extérieur. Et là, en fait, quand vous commencez à penser comme ça, vous entrez dans un univers, enfin, vous entrez dans une nouvelle conscience qui est que concrètement, je ne sais rien, mais en revanche, je sais à peu près juger de la vraisemblance de toutes les hypothèses d'explication du monde. Voilà. Et là, tout devient tout d'un coup plus clair. C'est-à-dire qu'à défaut de savoir ce que c'est que la vérité, j'ai au moins un critère commun, la vraisemblance. Pas au sens où, vas-y, c'est invraisemblable. Non, au sens où tu me donnes une hypothèse, je peux calculer sa vraisemblance. C'est quoi? C'est la probabilité de ce que j'observe. Bon, et donc, concrètement, mon cas, là, était tout ce qu'il y a de plus idiot. Mon affaire de glaucome, c'est un peu plus raisonnable. Mais après, vous pouvez faire ça pour n'importe quelle hypothèse, n'importe quelle théorie, n'importe quoi. C'est-à-dire que vous faites une hypothèse et puis vous regardez dans quelle mesure cette hypothèse, elle rend probable ce que vous observez. Ou pas. Voilà. Bon, après, vous pouvez être victime d'illusions perceptives. Parce que là, on est quand même en train d'entrer dans des trucs de théorie de la connaissance hardcore. Mais après, vous pouvez très bien imaginer qu'on vit dans un monde à la Matrix. D'accord? Et en fait, alors je sais pas, c'est quoi la popularité de Matrix à votre génération? Ça vous dit quelque chose, Matrix, ou pas? Zéro. Bon. Oui, quand même. Ouais, quand même. Non, parce qu'en fait, quand vous y pensez, alors, Matrix, en matière d'illusion de perception, je sais pas, moi, excusez-moi, déjà pour moi, Matrix, c'était un peu loin. Pour moi, l'illusion de perception, c'est l'hypothèse du malin-génie chez Descartes. Mais c'est la même idée. Hein. Pourquoi c'est la même idée? Parce que, en fait, alors excusez-moi, j'ai presque fini sur la philo de terminale. Mais si vous vous souvenez du début du discours de la méthode, le début du discours de la méthode, c'est Descartes dit qu'il était à la guerre, en Allemagne, et qu'il est rentré dans son poil, et qu'il a décidé de réfuter presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. Tout ce qui n'était que vraisemblable. Et justement, il s'est dit, mais peut-être que tout ce que je vois, tout ce que je crois voir, c'est faux et ça n'existe pas. Peut-être que c'est quoi? Alors en fait, l'hypothèse du malin-génie, elle n'est pas dans le discours de la méthode, elle est dans les méditations métaphysiques qu'il a écrites après. Mais l'hypothèse du malin-génie, c'est peut-être que ce que je crois être la vérité extérieure, c'est un démon qui m'illusionne. Bon, alors ça, c'est... Là, on commence à aller loin. On va revenir à des questions plus simples. On va dire, la vraisemblance, c'est donc simplement la probabilité des observations que j'ai sous les hypothèses que je fais. Et pourquoi est-ce que je fais ces hypothèses? Parce que, par exemple, je cherche à comprendre. J'ai pas de loi déterministe des phénomènes que j'observe. Si j'ai une loi déterministe, c'est pas la peine de me casser le tronc à chercher des variables aléatoires. D'accord? J'ai la loi de la chute des corps dans le vide, j'ai des corps qui chutent dans le vide. Bon, c'est bon, je peux appliquer la loi de la chute des corps dans le vide et je sais que V égale 2GT, V égale GT2 et tout le bazar, c'est des équations qui sont connues depuis Galilée. Enfin, Newton en fait, mais Galilée avait donné des approximations. Bon, bref. Mais en revanche, j'ai pas de modèle déterministe. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'approcher les phénomènes par des lois de probabilité. Et comment je choisis les lois de probabilité? On y est. J'ai besoin d'estimateurs. De quoi? De paramètres. Et ces estimateurs, je les choisis comment? Je choisis ceux qui maximisent la vraisemblance de mes observations. D'accord? Je sais calculer la probabilité de ce que j'observe sous des hypothèses. Je ne vais pas me dire, je vais prendre l'hypothèse qui rend ce que j'observe le plus invraisemblable. Je vais plutôt choisir l'hypothèse qui rend ce que j'observe le plus vraisemblable. Vous avez déjà la méthode numéro 1 pour fabriquer un estimateur. L'estimateur du maximum de vraisemblance, comme son nom l'indique, c'est l'estimateur qui rend maximale la vraisemblance. Exemple. Voilà. Exemple. En fait, on va se donner une densité, on va se donner deux densités de probabilité, et on va essayer de se demander concrètement laquelle
a produit une observation. Alors faire du maximum de vraisemblance avec une observation, c'est un peu gaulle. D'accord, mais on commence par le simple avant de faire du compliqué. Mais d'abord, il faudrait en fait qu'on explicite quand même, enfin, on va quand même se donner une définition, pardon, de la vraisemblance. Ah oui, il faudrait que je change mon partage. On va se donner une définition rigoureuse de la vraisemblance. D'accord? Elle est là. On va dire la vraisemblance, c'est quoi? C'est la probabilité des observations d'un échantillon relativement à une hypothèse. Alors, en discret, d'accord, si la probabilité que la variable aléatoire qu'on observe, ce qu'on observe et dont on dit que c'est une variable aléatoire x, si on a la loi de proba de cette variable aléatoire, c'est justement ça l'hypothèse. L'hypothèse, c'est que la proba d'observer petit xi, on va l'appeler pi, d'accord. Donc je fais l'hypothèse que la probabilité d'observer xi, c'est pi. Et donc à ce moment-là, la vraisemblance des observations x1, x2, x3, x4, x5, sous l'hypothèse, c'est quoi? C'est la probabilité d'observer x1, c'est p1, la probabilité d'observer x2, c'est p2, la probabilité d'observer x3, c'est p3, la probabilité d'observer x4, c'est p4. Et donc la possibilité d'observer à la suite x1, x2, x3, x4, sachant qu'on est dans un échantillon. Donc on a indépendance entre les tirages. La probabilité d'observer x1 et x2, c'est p1 fois p2, et x3, c'est fois p3, et x4, c'est fois p4, et ainsi de suite. Donc de fait, si on a un n échantillon, donc un échantillon d'observation indépendante de la même variable aléatoire, de variable aléatoire de même loi, ce qui revient au même, et bien alors, la vraisemblance de mon échantillon d'observation, c'est le produit des probas de chacune des observations. Ok. Et de la même façon, en continu, on va définir la vraisemblance comme étant non pas le produit des probas, mais le produit des vraisemblances. Le produit des densités. Enfin, de la valeur des densités pour chacune des observations. Bon, c'est toujours, donc, on a toujours une analogie entre proba et densité. Ça n'est qu'une analogie, puisque on se souvient qu'on a quand même ce problème un peu trapu d'algèbre, quoi, qui est que concrètement, on a une masse de probabilité qui est l'intégrale de la densité qui vaut 1, mais ça nous donne une probabilité nulle pour chacune des valeurs, mais ça nous donne une probabilité pas nulle que la variable soit dans un intervalle. Enfin, vous vous souvenez ce que c'est que les probas continues. Et donc, de fait, il y a une analogie entre densité et probabilité. Et donc, en discret, la vraisemblance, c'est le produit des probabilités des observations. En continu, la vraisemblance, c'est le produit des densités, de la valeur des densités pour les observations. Bon, alors concrètement, en fait, comme on l'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner des hypothèses, et puis on va voir laquelle des hypothèses est la plus vraisemblable. Bon, donc si on veut prendre un exemple un peu plus raffiné que l'exemple de est-ce que c'est un dé à 4 faces, à 3 faces, à 8 faces, à 12 faces, à 0 faces, à 3000 faces, qui a engendré les observations, on peut faire les choses différemment. Là, on a un bout d'exercice, d'application. On va se dire, voilà, on a une observation unique qui peut provenir de deux densités. On a une densité qui est fx0, qui vaut 2x, et si x est compris entre 0 et 1, et une densité fx1 qui vaut 2 moins 2x, si x est compris entre 0 et 1. Quelle est la vraisemblance de l'observation x? Et qu'est-ce qu'on peut conjecturer si on observe x égale 0,2 ou x égale 0,9? Alors en avant. En avant, c'est-à-dire, on va essayer d'analyser le problème. Bon, on va essayer d'analyser le problème, et donc je vous partage ma planche est gribouillie. Et je vous partage ma planche à gribouillis. Pourquoi? D'abord pour vous représenter les densités potentielles. Donc la première densité, c'est fx0 de x égale 2x. Donc fx0 de x égale 2x. Ça, c'est si x est dans 0,1.
et 0 sinon. Et à quoi ça correspond ce truc-là? Bah, on a 0, on a 1, ici on a 1, ici on a 2. Déjà vu la gueule de mon 2, c'est bien parti. Allez, encore un effort. Je vais arriver jusqu'à 2. C'est presque ça. Oh là, c'est magnifique. Bon, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est que là, c'est le point 1, 2. Et il faut que je réussisse à tracer une diagonale qui passe par le point 1, 2. C'est presque ça. En fait, mon point 1, 2, j'aurais dû le tracer après. Bon, allez, encore un essai. Pardon. Bon, je crois que je ne serai jamais bon à tracer un trait. C'est pour ça que je suis prof. Si je savais faire quelque chose, je ne serais pas à vous faire des dessins moches. Bon, donc on va dire qu'il est là, mon point 2. Hein. D'accord? Parce que comme disait mon maître, Jean-Pierre Lec, qui était prof en première année, par 2 points d'un plan, il passe toujours une droite pourvu qu'elle soit suffisamment épaisse. Pardon, par 3 points d'un plan, il passe toujours une droite pourvu qu'elle soit suffisamment épaisse. Bon, donc, ce que je veux vous montrer simplement, et vous le voyez de manière évidente ici, c'est que la densité, elle est croissante. Autrement dit, puisque la densité, elle est croissante, vous le savez maintenant, j'ai plus de chances d'observer des nombres qui sont proches de 1 que des nombres qui... Enfin, j'ai plus de chances d'avoir des observations dans la région proche de 1 que dans la région proche de 0. Ça, c'est f0x. f0x, c'est mes observations sont plutôt autour de 1. C'est mnémotechnique. Parce que, évidemment, je me rends compte maintenant que fx1, c'est mes observations sont plus proches de 0. Non, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Bon, mais pourtant, c'est bien ça, c'est-à-dire que fx1, qu'est-ce que c'est? C'est 2 moins 2x. Toujours si x est dans 0,1. Et 0 sinon. Et donc concrètement, bah, c'est le symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 1,5. Alors là, ça va être très difficile de faire un symétrique. Parfait, parfait, on y est presque. Hein. J'ai failli viser correctement. Bah, cela dit, quand je vois où est mon 1, ah ouais, non, c'est... Je pense que j'avais un don pour le dessin, un don très bien caché, qui continue à se cacher parce qu'il doit avoir peur qu'on le découvre. Bon alors, on fait des pointillés, là on dit « Ah !» En fait, le 1, il est là. Hein, on est d'accord, ça c'est une erreur fatale. On va effacer ça, hop. Comme ça, personne n'a rien vu, c'est formidable. Et c'est promis, pour la prochaine fois, j'apprendrai à dessiner. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment quoi? Bah, c'est que, évidemment, on voit que fx1, comme fx1 a plutôt une valeur élevée au voisinage de 0, et plutôt une valeur faible au voisinage de 1, on voit qu'en fait, fx1, c'est une densité qui va nous donner plutôt des observations proches de 0. Bon, et alors quoi? Bah alors l'idée, c'est que si on a une observation, comme on le dit dans l'énoncé, si on observe une valeur x qui vaut 0,2, donc 0,2, ça va être là. On observe x égale 0,2. Et alors quoi? Bah alors, la vraisemblance de x sous l'hypothèse qu'on va appeler h0, h0 étant... J'arrive plus à faire un x là, tout va bien. L'hypothèse h0, on va dire, c'est que en fait la vraie densité, ce soit fx0. Donc, et fx0 de quoi? De x, c'est-à-dire, en fait, fx0 de 0,2. Et fx0 de 0,2, par construction, c'est 2 fois 0,2.
Donc c'est 0,4. Et d'ailleurs, c'est là. D'accord? Bon, et puis, la densité, pardon, la vraisemblance de x sous l'autre hypothèse, la vraisemblance de x sous l'hypothèse alternative. Donc, la vraisemblance de x sous l'hypothèse H1, tout va bien, tout va très bien. Je fais du crabouillat. Donc la vraisemblance de x sous l'hypothèse H1, qu'est-ce que c'est? Bah, là, je vais quand même calculer un peu plus vite. C'est 2 moins 2 fois 0,4. Pardon, 2 moins 2 fois 0,2. D'accord? Alors, en fait, j'arrive pas à écrire parce que je suis en train de tenter de déplacer une fenêtre qui m'empêche d'écrire. Voilà. Donc ça, c'est 2 moins 2 fois 0,2. Donc c'est 1,6. Donc vous ne l'aviez pas vu, mais ça, c'est 1,6. Alors pourquoi ceci est intéressant? Bon, j'ai dit c'est intéressant, ça ne veut pas dire c'est fascinant non plus. Hein. C'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que la vraisemblance de x sous l'hypothèse H1 divisé par la vraisemblance de x sous l'hypothèse H0, c'est 1,6. Ouais, alors j'aimerais bien effacer, mais je ne peux plus parce que j'ai perdu force de tout déplacer tout le temps. Vous ne savez pas à quel point j'ai une vie compliquée, je passe ma vie à déplacer des fenêtres sur un écran d'ordinateur. Donc c'est ce qu'on a calculé au numérateur, c'est 1,6. Ce qu'on a calculé au dénominateur, c'est 0,4. Donc, en fait, le rapport des vraisemblances, c'est 4. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que l'hypothèse H1 est 4 fois plus probable que l'hypothèse H2. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, parce que c'est des hypothèses que je fais moi. Donc je fais l'hypothèse que je veux. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que c'est 4 fois plus vraisemblable d'observer une valeur 0,2 sous l'hypothèse H1 que sous l'hypothèse H0. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que l'hypothèse H1 est vraie, puisqu'on est dans le monde des variables aléatoires. Donc c'est tout à fait possible d'observer 0,2 sous l'hypothèse H0. Simplement, c'est moins vraisemblable. Et alors quoi? Ben alors rien, parce que de fait, vous pouvez pas obtenir une certitude à partir d'une seule observation. À vrai dire, vous ne pourriez pas obtenir une certitude même à partir de beaucoup d'observations. Mais à partir d'une observation, certainement pas. Mais de fait, si on avait 50 observations, on aurait certainement une meilleure probabilité. Si vous vous souvenez de... Enfin, on aurait une meilleure probabilité. On pourrait avoir une confiance plus élevée dans les conclusions de l'observation. Si vous vous souvenez de l'affaire d'Arbuthnot, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc dont je vous avais parlé en intro. En intro, je vous avais dit Arbuthnot. Non, attendez, je vais quand même finir. Je vais finir avec ça, et puis après on va revenir à Arbuthnot. Après on va revenir à Arbuthnot, je vais finir avec ça, pourquoi? Parce que si maintenant on observe x est égal à 0,9, sous en fait, la vraisemblance de 0,9 sous l'hypothèse H0, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 0,9, c'est-à-dire 1,8. Je vais vous refaire le dessin. Ça c'est F0, ça c'est à fort peu près F1, ça c'est F1, d'accord? Donc si on a 0,9 ici, ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a la vraisemblance de 0,9 sous l'hypothèse H0. On l'a dit, c'est 1,8. Et ici, on va avoir la vraisemblance de 0,9 sous l'hypothèse H1.
L'hypothèse H1, c'est l'hypothèse que la densité, ce soit la densité fx1, d'accord? Donc, la vraisemblance de l'observation sous l'hypothèse H1, c'est donc, en fait, la densité fx1 pour 0,9, c'est 2 moins 2 fois 0, moins 2 fois 0,9, donc c'est 0,2. Et si maintenant je regarde le rapport des vraisemblances, donc L 0,9 sous l'hypothèse H0 sur L 0,9 sous l'hypothèse H1, j'ai un 8 sur 0,2, c'est-à-dire 9. Donc apparemment, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'hypothèse H0 est 9 fois plus probable que l'hypothèse 1. C'est pas ça, la probabilité. Simplement, on dit simplement, c'est 9 fois plus probable d'observer la valeur 0,9 sous l'hypothèse H0 que sous l'hypothèse H. Mais le fait est que vous ne savez... Bon, ce qui vous intéresse là, c'est d'essayer de déterminer quelle est la cause de l'observation. Et quand vous n'en avez qu'une, vous vous dites, manifestement, l'observation est plus vraisemblable sous l'hypothèse H0 que sous l'hypothèse H1. Elle est plus vraisemblable, mais ça ne veut pas dire que l'hypothèse H0 est la seule vraie. Ça veut dire juste que c'est quand même beaucoup plus vraisemblable que ce soit l'hypothèse H0 qui est la bonne que l'hypothèse H1. Et donc, si j'en reviens à Arbuthnot, dont je vous avais parlé au début du semestre, vous voyez bien pourquoi Arbuthnot il a joué un rôle fondamental, parce qu'il est le premier à avoir décrit une vraisemblance. Enfin, avoir décrit de manière non ambiguë une vraisemblance. En effet, qu'est-ce qu'il fait Arbuthnot? Arbuthnot, il se demande, c'est quoi? Donc, je vais l'écrire en plain English, comme on dit. Arbuthnot. Quelle est la probabilité d'observer en fait un nombre supérieur de naissances de garçons chaque année, donc un nombre de naissances de garçons supérieur au nombre de naissances de filles chaque année pendant 82 ans, sous l'hypothèse que quoi? Que naissance de filles et naissance de garçons sont équiprobables. Et donc ça, c'est bien la vraisemblance. Il se demande donc bien quelle est la vraisemblance de quoi? De garçon 1 supérieur à fille 1, garçon 2 supérieur à fille 2, jusqu'à garçon 82 supérieur à fille 82, sous l'hypothèse H. Et l'hypothèse H, c'est quoi? C'est probabilité... C'est probabilité d'avoir un garçon à chaque naissance, égale probabilité d'avoir une fille, égale 0,5. Donc clairement, le Arbuthnot, c'est le premier qui a écrit une fonction de vraisemblance. Alors lui, il ne cherche pas l'estimateur du maximum de vraisemblance. Il n'en est pas encore tout à fait là. Il en est juste à tester la vraisemblance. Non pas d'une... Voilà. Ce qui est marrant, c'est que justement, c'est ça qu'il en fait. Il utilise
son affaire pour tester la vraisemblance de l'hypothèse. Il dit, sous cette hypothèse-là, ce que j'observe a une probabilité, vous vous souvenez, 2 puissance 82. 2 puissance 82, ça fait plutôt 1 sur 2 puissance 82. Donc 1 sur 8 fois 10 puissance 24. Non, pardon, 4 10 puissance 24. Et donc de fait, c'est tellement faible comme probabilité que Arbuthnot dit, bah, comme la probabilité est invraisemblable, c'est que l'hypothèse doit être fausse. Bon, alors, ce serait un monde de rêve si, pour toutes les hypothèses, on pouvait avoir une probabilité, enfin, on pourrait trouver une vraisemblance qui soit 10 puissance moins 24, soit quelque chose de suffisamment grand pour pas être invraisemblable. Mais le problème, c'est qu'en fait, en général, vous trouvez des vraisemblances qui sont telles que, bah ouais, c'est possible, mais enfin, c'est pas complètement impossible, quoi. Quand vous avez une vraisemblance de 1%, selon le contenu d'une hypothèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, 1% c'est faible, mais c'est pas 1 sur 10 puissance 24 non plus. Alors, donc, de fait, une fois qu'on a compris ce que c'est que cette affaire de vraisemblance, et on comprend bien quel est l'enjeu du maximum de vraisemblance. L'enjeu du maximum de vraisemblance, c'est simplement donner la plus grande vraisemblance à ce qu'on observe. Et donc, typiquement, dans notre problème qui était celui de... On a deux fonctions de vraisemblance, pardon, deux fonctions densité possibles. On calcule, quand on fait une observation, on calcule la vraisemblance de cette observation dans les deux hypothèses, puis on peut dire qu'on choisit l'hypothèse qui a la plus grande vraisemblance. Avec deux observations, enfin vraiment avec une seule observation, c'est quand même assez risqué. Hein. Mais si on en avait quelques-unes, bah après tout, ça a du sens entre deux hypothèses de choisir celle qui a la plus grande vraisemblance. Sauf si on a d'autres raisons de penser. Ben justement, si vous avez d'autres raisons de penser, c'est que vous avez d'autres observations. D'accord ? Bien, alors donc, on est en train de détailler concrètement une première manière de construire des estimateurs. Cette première manière de construire des estimateurs, c'est tout simplement d'écrire une fonction de vraisemblance, et puis ensuite de chercher à maximiser la vraisemblance, de chercher la valeur de l'estimateur qui maximise la vraisemblance. Alors comment est-ce qu'on fait ? Je dois vous avouer très, très franchement que faire ça avec le zoom qui marche pas, là, enfin avec le truc qui marche pas, ça va être un pur cauchemar. Mais enfin, on va commencer. Pourquoi ? On va commencer parce que c'est bien de commencer le calcul, et puis on finira la prochaine fois, par exemple. Donc une fois qu'on a compris ce que c'est que la vraisemblance, question 4, donner la méthode pour déterminer un estimateur selon la méthode du maximum de vraisemblance, ou bien la méthode des moments. Et donc, première application, en fait, on a une variable uniforme. Bon, alors, concrètement, si vous avez une binomiale, par exemple, mais je crois que la binomiale, en fait, c'est dans le cahier de TD. La vraisemblance d'une variable binomiale, c'est dans le cahier de TD. La seule vraisemblance qui ne soit pas dans le cahier de TD, c'est la vraisemblance pour une loi usuelle, j'entends, c'est la vraisemblance d'une loi uniforme. Donc on va regarder qu'est-ce que vaut en gros, comment est-ce qu'on utilise la méthode du maximum de vraisemblance pour observer le ou les paramètres d'une loi uniforme. Et en fait, voilà, concrètement, là on va gruger un peu parce que on va faire comme si on connaissait la borne inférieure. C'est-à-dire on a une variable uniforme à valeur dans R, et on voudrait savoir quelle est la borne sub de la distribution de cette variable uniforme. D'accord ? On a x qui suit une loi uniforme sur un intervalle 0b, on connaît 0, puisqu'on observe des valeurs strictement positives. Non, pardon, positives ou nulles, mais on ne connaît pas b. Question, comment est-ce qu'on choisit b ? En fait, on a plus ou moins répondu en faisant l'exercice sur les d. Mais là, on va le faire de manière complète, parce qu'on va faire un vrai truc avec le maximum de vraisemblance. Bon, donc comment est-ce qu'on fait ? On va poser le problème. Donc on va retourner à mon bloc là. Alors vous allez voir pourquoi je suis un peu perplexe, c'est parce que le problème de la vraisemblance, c'est que ça fait des très très grosses écritures, et que compte tenu
du côté de tension de mon ordinateur, là j'ai un peu du mal. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est donc qu'on a un échantillon d'observation. Donc ça c'est un échantillon de variables aléatoires. Je vais l'écrire parce que ça marchera quand même beaucoup mieux que le stylet. La preuve, ça a super bien marché. Donc un échantillon de variables aléatoires. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui d'accord, c'est-à-dire que j'ai un peu perdu Arbuthnot de vue, pardon. Donc on a un échantillon de variables aléatoires. Et puis tant qu'à faire, on va avoir aussi un échantillon d'observation. Ça veut dire quoi? J'ai un échantillon d'observation. Ben, concrètement, ça veut dire que j'ai n valeurs qui correspondent, dont je considère qu'elles correspondent à des observations de mes variables aléatoires. D'accord? Et je mets des minuscules. En gros, j'ai n valeurs de PIB, et ces valeurs de PIB, je considère qu'elles ont été engendrées par les mêmes variables. Ok. Maintenant, comment est-ce que je calcule ma vraisemblance? Eh ben, mon truc, c'est que je vais donc calculer la vraisemblance que quoi? Que x1, x2, xi, xn ait été engendré par une variable aléatoire uniforme dont la borne 1 fait 0 et la borne sup est b. En fait, l'hypothèse B, c'est quoi? C'est tout simplement que les xi, donc, si vous voulez, je vais appeler ça hb, d'accord, mais ça revient au même de mettre directement b. L'hypothèse B, c'est que les xi suivent une loi uniforme. Donc, oh là là, c'est atroce encore. Les xi suivent une loi uniforme de paramètres 0 et b. Alors si les xi suivent une loi uniforme de paramètres 0 et b, vous devez avoir des vieux souvenirs du début du semestre. Vous vous souvenez, c'était pas tout à fait avant la pandémie, mais c'était à l'époque où vous ne saviez pas encore que les stats c'était génial. Et que vous ne saviez pas encore à quel point vous étiez géniaux en stats. Bon, comment est-ce que vaut la densité d'une variable uniforme? C'est pas compliqué, il faut que le rectangle ait une R de 1. Or, l'intervalle sur lequel elle est définie, enfin le support si vous voulez de notre variable uniforme, c'est 0b. Donc vous avez un rectangle de base 0b, quelle doit être sa hauteur pour que son R soit 1? Bah, comme sa base c'est 0b, la distance 0b c'est b, et donc il faut qu'un truc que vous multipliez par b soit égal à 1, évidemment ce truc, là c'est 1 sur b. Donc la valeur de votre densité, ça va être quoi? La valeur de votre densité, ça va être partout 1 sur b. Et donc ce truc-là, qui est par définition égal au produit des densités pour les différentes observations, bah ici, d'accord, sous l'hypothèse B, f de xi, il vaut quoi? Il vaut 1 sur b, quel que soit, ben, il vaut 1 sur b, j'aurais plutôt dire si xi est dans 0b, et il vaut 0 sinon. Là, c'est le record du plus beau 0. Il vaut 0 sinon. Au passage, d'ailleurs, vous voyez que
suis en train de me demander quelle est la valeur de B, et puis dans mes observations, il y a un moins 4. Bah, c'est totalement impossible de faire un moins 4 avec une variable aléatoire uniforme distribuée sur R+, d'accord? Donc concrètement, si vous avez un moins 4 dans les observations, la vraisemblance de votre échantillon, c'est 0. Et puis terminé. C'est invraisemblable que moins 4 soit le produit d'un tirage aléatoire d'une variable uniforme définie sur R+. D'accord, quel que soit B, R+, moins 4, c'est pas dans R+, vraisemblance 0, au revoir. Bon, mais là, justement, si en fait j'ai que des valeurs qui sont dans 0B, alors la valeur de ma vraisemblance, c'est quoi? C'est x1, x2, xn, sous l'hypothèse HB, bah ça c'est tout simplement 1 sur B puissance n. Alors là, on a quand même un cas un peu inhabituel en matière de maximum de vraisemblance. Pourquoi on a un cas un peu inhabituel? Je vais revenir en arrière. Pourquoi on a un cas un peu inhabituel? Parce que d'habitude, on mule sur le maximum de vraisemblance. D'habitude, on ne se pose pas de questions. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que la quantité 1 sur B puissance n, si on veut la rendre maximale, quand je dis d'habitude on mule, bah non, bah écoutez, après tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va essayer on va voir comment on peut se débrouiller pour rendre maximum cette quantité. Parce qu'après tout, rendre maximum cette quantité, on a un paramètre qui est B. Et donc concrètement, on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour maximiser par rapport à B ce truc-là. Et comment est-ce qu'on fait pour maximiser cette quantité par rapport à B? Bah, on dérive par rapport à B et puis on annule la dérivée. Non? Mais ça, c'est un cas un peu inhabituel. Si on dérive, donc, si on dérive la vraisemblance, x1, alors ça, c'était des points de suspension, vous les voyez peut-être pas bien, mais donc si on dérive la vraisemblance x1, xi, xn sous l'hypothèse HB par rapport à B, de manière à pouvoir trouver le B qui maximise la vraisemblance. Combien vaut ce truc-là? Ce truc-là, il vaut il vaut la fonction qu'on a écrite, qui était donc 1 sur B puissance n. 1 sur B puissance n, on peut l'écrire un peu différemment. D'accord? Ça va être plus facile à... Bon, disons, on va le garder comme ça pour l'instant. On va dire, on dérive 1 sur B puissance n par rapport à B. Alors au passage, 1 sur B puissance n, donc... Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas une autre écriture de 1 sur B puissance n qui serait un peu plus facile à manipuler dans l'idée de dérivée? Bien sûr que si, c'est B puissance moins n. Et pourquoi c'est plus facile à manipuler? Parce que en fait, 1 sur B puissance n prime, c'est donc B puissance moins n prime, c'est donc moins n, B puissance moins n moins 1. Ou moins n plus 1 entre parenthèses. Et donc, de fait, notre dérivée, x1, xi, xn, sous l'hypothèse... Ah, excusez-moi, c'est épouvantable, mais... donc, xi, xn, sous l'hypothèse hb, la dérivée par rapport à b, c'est moins n
B moins n moins 1. Alors le problème, c'est que d'ordinaire, pour minimiser une quantité, qu'est-ce qu'on fait? On annule la dérivée. Or ici, pour annuler une dérivée, on va avoir un peu du mal, parce que notre dérivée, c'est donc quoi? Bah, c'est moins n divisé par b puissance n plus 1. Donc ça, on va avoir le plus grand mal à annuler un truc pareil. En revanche, donc on ne va pas y arriver comme ça. Donc il faut réfléchir en fait. Donc c'est un cas un peu atypique de maximum de vraisemblance, mais néanmoins, on devrait pouvoir y arriver. On devrait pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que je rappelle donc que la valeur de ma fonction vraisemblance, donc x1, xi, xn, sous l'hypothèse hb, c'est donc 1 sur b puissance n. Donc j'ai certes pas réussi à trouver, à maximiser ça, mais si maintenant je réfléchis 2 secondes. 1 sur b puissance n, c'est une fonction croissante ou décroissante de b? Décroissante. D'accord. Et donc le maximum de cette fonction, il va être obtenu si b est grand ou petit? Si b est petit. Donc il faut qu'on prenne le b le plus petit possible. D'accord? Et on va dire 1 sur b est une fonction décroissante de b. Donc, on maximise la vraisemblance en choisissant le b le plus petit possible. Sous une réserve, donc sous contrainte. Sous quelle contrainte en fait? On a quand même une contrainte. Bah, qu'il soit pas négatif et inférieur à 0. Ouais, ça d'accord, mais ça nous fait une variable uniforme sur ça nous ferait une variable uniforme sur 0, 0. Il y a beaucoup d'observations possibles avec une variable uniforme sur 0, 0. Non, est-ce qu'il n'y a pas une autre contrainte? On s'était dit en fait, si on regarde comment on avait réfléchi, on s'était dit sous HB, ma densité, elle vaut 1 sur B si, pardon, pour les observations, enfin, si j'ai une observation qui est dans 0B, et elle vaut 0 si j'ai une observation qui est à l'extérieur de 0B. Donc concrètement, comment est-ce qu'il faut que je choisisse B? Il faut qu'il soit le plus petit possible, certes, mais... Compris entre 0 et B, du coup. Parce qu'à l'extérieur, c'est 0, sinon. Oui, mais B compris entre 0 et B, je vois pas très bien ce que vous voulez dire. B, il sera toujours égal à B. Qu'est-ce qui doit être compris entre 0 et B? X. Mes observations, donc. Donc toutes les observations doivent être comprises entre 0 et B. Et pourtant, je cherche le B le plus petit possible. Donc comment est-ce que je vais choisir B? Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ma question, elle est, je cherche à maximiser la vraisemblance. La vraisemblance, c'est une fonction décroissante de B. Donc je cherche à choisir B le plus petit possible. Mais en même temps, je veux que toutes les observations soient entre 0 et B. Donc comment est-ce que je prends B? Le plus proche de 1, peut-être? Comment? B serait le plus proche de 1, je propose. Hein.
Ouais, et si vous avez observé 28, il faut que vous preniez B proche de 1. Mais B proche de 1, ça veut dire B égale 1. Hein. Parce que, encore une fois, c'est toujours pareil. Le truc avec les stats, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre n'importe quoi comme valeur de B. Ensuite, il faut évaluer la vraisemblance de ce n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, c'est pas porte nawak, d'accord? C'est juste n'importe quelle valeur est licite. Et ensuite, il faut évaluer sa vraisemblance. Là, je suis en train de disparaître dans l'obscurité. Vous, ça fait longtemps que vous avez disparu dans l'obscurité, vous voulez pas me montrer vos têtes. Mais moi, je vais quand même allumer les lumières. Puisque, à défaut d'avoir l'honneur de vous voir, je vais quand même essayer de ne pas disparaître dans les ténèbres. Pardon. Oui, donc, comment est-ce qu'on fait? On veut B le plus petit possible, mais on veut que toutes les observations soient comprises entre 0 et B. Bon, dire que toutes les observations sont comprises entre 0 et B, ça veut dire que B est supérieur à toutes les observations. Comment ça s'appelle le plus petit nombre qui est supérieur à tous les xi? Je peux proposer un autre truc. Ouais. Et j'ai peur que ça soit une bêtise, mais le plus petit majorant, Ah oui. c'est ça? Oui. Mais concrètement, c'est quoi le plus petit majorant des xi? B? Oui, ça d'accord, mais on cherche à fixer B, donc on ne sait pas ce qu'il vaut. On est libre de le fixer comme on veut. Qu'est-ce qu'on choisit? On dit le plus petit majorant des xi, d'accord, mais c'est quoi le plus petit majorant des xi? XN. Pas forcément. Ils sont pas rangés par ordre croissant. J'entends, ils sont pas forcément rangés par ordre croissant. Je suis peut-être super contrariant, c'est peut-être x1 le plus grand. Ou c'est peut-être juste xj parce qu'on lui a pas donné de nom, on s'occupe pas de lui, donc il a envie d'attirer l'attention, donc il est plus grand que les autres. Mais concrètement, que ce soit x1, xn, xi ou xj, comment on fait? Lequel on prend? Il n'y en a pas un qui est un majorant de tous les autres? Bon, on imagine que je dois faire la porte c'est moi qui dois faire la porte d'un amphi. Vous êtes tous dans l'amphi. Je dois faire la porte d'un amphi et je veux m'assurer que tout le monde passe sous la porte. Est-ce que je vais avoir besoin de faire passer tout le monde? Vous prenez le plus grand. Ben voilà, vous l'avez dit. Donc il suffit de prendre le plus grand des xi. C'est marrant comme, en fait, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que, en fait, le truc concret, vous captez tout de suite. Mais dès que c'est une forme abstraite, vous êtes paumé. Donc on va dire que B, en fait, c'est le sup, ou le max, comme vous voulez, des xi. Pourquoi? Parce que si vous prenez B qui est plus petit que l'un des xi, alors la vraisemblance de cet xi, ça va être 0, et la vraisemblance de l'échantillon, ça va être 0. En fait, plus B est grand, plus votre vraisemblance est faible, donc vous voulez prendre le B le plus petit possible, mais il faut quand même que tout le monde passe sous la porte. Parce que s'il y en a un qui reste coincé dans l'amphi, j'aurais pas bien fait mon... Enfin, cela dit, ils peuvent se baisser, c'est ça qui est bien, les étudiants. Mais quand même, faire une porte où les étudiants sont obligés de se baisser, c'est dommage. Bon, mais donc là, vous avez trouvé. Mais là, c'était un cas tordu, parce que de fait, il n'y avait pas de méthode automatique. Alors, de manière générale, en revanche, il y a une méthode automatique. C'est-à-dire que, de manière générale, il y a une méthode pour trouver un minimum qui est quoi? Ben, qui est que... Alors, il faudrait qu'on se donne un autre exemple. Et en fait, pour donner un autre exemple, il faudrait que moi je fasse une autre hypothèse. Alors, attendez, parce que je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus ce que j'ai mis dans le cahier de TD. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans le cahier de TD, et il faut que j'aille chercher ce que j'ai mis dans le cahier de TD pour ne pas faire en cours une 25e fois ce que je fais en TD. Enfin, quoique... Parce qu'il me semble que, donc, alors en TD, si je vous partage les TD une seconde...
Le TD5, bon alors là il y a une jolie démonstration qui ne sert pas à grand chose. Ensuite, il y a une affaire de calcul d'espérance et de variance. Ensuite, il y a des estimateurs convergents, biaisés, pas biaisés. Voilà, et ensuite on vous fait chercher un estimateur du maximum de vraisemblance d'une variable exponentielle, un estimateur du maximum de vraisemblance d'une variable de Poisson, un estimateur du maximum de vraisemblance d'une variable de Bernoulli. Ce qu'on ne fait pas, c'est un estimateur du maximum de vraisemblance d'une variable normale. En voilà une idée qu'elle est bonne. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Et donc c'est ça qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a quoi? On a un échantillon d'observation d'une variable aléatoire normale, de paramètre mu sigma, et on va chercher un estimateur de maximum de vraisemblance de mu. Alors en avant. Et là, je peux vous dire que vous allez souffrir parce que vous trouvez que j'ai 2 de tense, mais alors moi, ça va être un cauchemar ce que je vais vivre. Parce que, en fait quoi? Parce qu'en fait, comme l'ordinateur est très lent, écrire des vraisemblances d'une distribution normale, ça va être atroce. Mais en avant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, donc on a un échantillon ici. Et ce n échantillon, c'est quoi? C'est que quel que soit i... On ne voit pas. Ah Monsieur, oui. on ne voit pas ce que Oui, vous écrivez. Vous avez raison. Merci, je vais vous le partager. De toute façon, j'écris mal. Ça, vous savez déjà. Donc on a un n échantillon, c'est un i, enfin c'est n variable xi, et quel que soit i, xi suit, ça commence, xi suit une loi normale de paramètres mu et de variance sigma 2. C'est très original, n'est-ce pas? Bon, et ce qu'on cherche, c'est on cherche un estimateur du maximum de vraisemblance de mu. C'est atroce. Excusez-moi, donc un estimateur du maximum de vraisemblance, ça c'est la lettre mu, et ça c'était censé être un point d'interrogation. Alors, nous on connaît est-ce que vous connaissez déjà un estimateur appréciable de mu? En fait, vous en connaissez déjà un bon. C'est quoi? Vous connaissez déjà un estimateur convergent de mu. Vous avez oublié? Pourtant, on a démontré que c'est Et mu chapeau n plus 1. Ouais, ça c'est pas le meilleur quand même parce qu'il est biaisé. Il est asymptotiquement sans biais, mais il est biaisé. Mais on en a un qui est asymptotiquement, qui est pas biaisé. Donc, c'est la moyenne empirique, c'est Voilà. 1 sur n, sigma i égale Voilà. 1, n. Exactement. Exactement. Et alors, donc la moyenne empirique, c'est xn bar, d'accord? Donc c'est effectivement la somme des observations divisée par le nombre d'observations. Donc effectivement, Julie dit mu chapeau n. Mais en fait, c'est bien de prendre l'habitude de l'appeler la moyenne empirique. Parce que la moyenne empirique, on voit ce que c'est la moyenne des observations en fait. Alors que mu chapeau n, c'est son nom d'agent secret. On lui a mis un chapeau et des grosses lunettes de mu pour pas pouvoir le reconnaître. Mais fondamentalement, la moyenne, c'est parlant, si vous voulez. Mu chapeau n, c'était un peu un nom d'emprunt. D'accord? C'est comme le prof de stats, on voit qui c'est, Pierre-Charles Pradier, il faut savoir que c'est le prof de stats. Bon, bref. La moyenne empirique, c'est sa fonction, et de fait, on peut l'appeler mu chapeau, on peut l'appeler comme on veut, mais on sait que c'est un estimateur convergent. Entendons-nous, hein, c'est pas une critique. C'est-à-dire que vous faites comme vous appelez les variables aléatoires comme vous voulez. Vous leur donnez un petit nom, vous pouvez leur donner un prénom, les appeler mon canard en sucre, mon petit lapin bleu. C'est votre affaire, c'est entre vous les variables aléatoires, j'ai pas à le savoir. Mais simplement, si vous voulez, quand on n'est pas dans le secret de notre intimité, c'est mieux d'employer des termes qui sont parfaitement neutres et qui, de plus, sont compris d'autrui. D'accord? C'est-à-dire que, de fait, si la moyenne arithmétique, vous décidez de l'appeler mon petit lapin bleu, en public, ça va faire bizarre. D'accord? Voilà, c'est tout. Bon, donc, fin de la digression. Et donc, on sait qu'on a un estimateur convergent. Donc, c'est bien, mais finalement, est-ce que c'est le meilleur?
C'est-à-dire, est-ce que c'est le meilleur? Justement, est-ce que c'est l'estimateur qui donne la meilleure vraisemblance à ce qu'on observe? Ça vaut la question de se... Enfin, ça vaut le coup de se poser la question, et non seulement de se poser la question, mais en général, quand on se pose des questions, c'est parce qu'on cherche les réponses. Donc ça vaut le coup de répondre. Donc on cherche l'estimateur du maximum de vraisemblance de l'espérance des variables aléatoires normales qu'on observe. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a non seulement un n échantillon de variables aléatoires, mais en plus, on a un n échantillon d'observation de ces variables aléatoires. Si vous avez des variables aléatoires que vous n'observez pas, ça va être difficile de faire des statistiques, d'accord? Sauf à dire, mon petit lapin bleu, c'est la représentation que je me fais de ce que serait la moyenne empirique sur un échantillon d'observation que je n'ai pas. Mais là, on est plutôt du côté de la métaphysique, d'accord? Voire de la métaphysique franchement délirante. Et donc, on va laisser ça à d'autres. Donc, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a n observations. Et à partir de ces n observations, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule la vraisemblance de ces n observations. Donc, x1, xi, xn, sous l'hypothèse quoi? Pardon, excusez-moi, là, il s'est passé un truc. Je suis passé des caractères latins aux caractères non-douc. Donc, sous l'hypothèse mu, sous l'hypothèse tout simplement que l'espérance c'est mu. Et dans ce cas-là, c'est quoi la vraisemblance de mes observations? C'est le produit des valeurs de la fonction densité. Donc c'est pi pour i égale 1 à n de... Alors là, les choses commencent à se compliquer un tout petit peu. En effet, la densité, c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 de quoi? Alors là il faut que Zoom soit très coopératif avec moi, parce que sinon je ne vais pas avoir la place. Donc moins 1,5 de x moins mu au carré. Voilà. Et alors donc, en fait, je veux juste maximiser ça. Et alors, bon, sorti du fait que ça a quand même vraiment une très sale gueule, je crois qu'on peut le dire. Parce que c'est... Monsieur, Oui. il n'y a pas un sigma qui me manque? Eh ben non, c'est pas un sigma, c'est un pi. D'accord. Le pi majuscule, ça veut dire... Non, je parlais de la loi. Au niveau de la loi. Je crois qu'elle l'a mis, c'est le petit f là, non? Enfin, face de la racine. Non, dans l'exponentiel, c'est pas moins 1,5 x moins mu sur sigma, le tout au carré. Oui, pardon, Oui. c'est x moins mu sur sigma, merci, pardon. Ah oui, un sigma dans ce sens-là, excusez-moi. Autant pour moi. Ça va pas mieux, hein. Bon, cela dit, ces parenthèses-là, ça va... Oui, pardon, c'est dans ce sens-là, excusez-moi. Pardon. Donc, en fait, là, ce que j'ai, c'est que j'ai un produit... bon, cela dit, le sigma... on s'accommodera du fait qu'il n'existe pas, il ne changera rien à la solution. Mais pourquoi ça a une très sale gueule? Parce que on cherche là le maximum d'une quantité qui est un produit de n termes. Et concrètement, vous faites comment pour maximiser un produit? Dérivée? Ouais, vous imaginez la tronche de la dérivée? Parce que si on dérive ça directement, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je dérive mon produit là, je dérive par rapport à quoi au fait? X. Non, parce que les x... Non, je dérive... En fait, ce que je cherche, c'est je cherche le mu qui va maximiser la vraisemblance. Je cherche en fait quelle est l'espérance, puisque ce que je ne connais pas, c'est l'espérance. Je cherche quelle est l'espérance qui va donner une probabilité maximum à ce que j'ai observé. Donc je dérive par rapport à mu. Mais quand vous y pensez, la dérivée d'un produit, c'est quoi? Là, je peux vous le dire. Hein. C'est la somme pour i égale 1 à n. Parce que vous vous souvenez, la dérivée du produit f de x, g de x, c'est f' de x, g de x, plus f de x, g' de x.
la somme d'un produit, un produit de 3 termes, si j'ai FGH, c'est F'GH plus FG'H plus FGH'. Si j'ai 4 termes, c'est FGHI, c'est F'GHI plus FG'HI plus FGH' plus FGHI'. Et ainsi de suite. Si j'ai 27 termes, c'est la somme de 27 termes où à chaque fois je dérive un des termes. Donc là, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai la somme de I égale 1 à N, des produits de I égale 1 à N. De quoi? De tout ce bins là. Alors, ce que j'ai oublié là, c'est de mettre un I. De tout ce bins où à chaque fois j'en dérive un. Donc en fait, j'ai un produit de n termes et la dérivée c'est une somme de n produits. Et donc il va falloir que j'annule une somme de n produits. Vous voulez me tuer en fait. Vous ne vous rendez pas compte, mais à mon âge, ce genre de choses, c'est plus possible. Hein. Mais enfin, si vous voulez, on peut essayer de l'écrire complètement, d'accord? C'est-à-dire que ce machin-là, c'est quoi? C'est en fait le produit. Alors déjà, je ne peux pas faire de produit IN, donc là, je vais prendre de J à 1 à N, J différent de I. Donc J différent de I, je vais avoir 1 sur sigma racine de pi exponentielle moins 1,5 de x moins mu, enfin xi moins mu, sur sigma au carré. Et donc c'est formidable, il y en a qui connaissent déjà la densité de la loi normale. Et ça, je dois le multiplier par quoi? Par le dernier terme, qui est en fait le i, et là je dérive par rapport à mu. Et donc la dérivée de ce machin-là, que je vais mettre entre parenthèses parce que je n'ai pas la place de le mettre sur mon écran, par rapport à mu, ou quoi, ou x, c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle alors là c'était des j, pardon. Là c'était des j, et là ce que j'ai c'est moins 1,5 xi moins mu sur sigma, le tout au carré. Donc vous voyez qu'en fait, le terme que je cherche à... Alors je vais chercher à annuler une somme de n produits, où... comment j'annule une somme de n produits? Il faut que je m'assure que la somme est égale à 0. Mais là, c'est complètement insoluble ce bazar. Je ne peux pas m'y prendre comme ça. Enfin, c'est pas humain. Il n'y aurait pas un truc... Il n'y a pas un moyen de transformer un produit en somme, histoire que ça soit un peu moins affreux à faire. Parce que si je transforme mon produit en somme, en revanche, dériver une somme, ça je sais faire. Enfin, oui. Il y a une réponse où vous cherchez la réponse. Ouais, vous inquiétez pas, je sais quand même comment on fait du maximum de vraisemblance. mais moi, je vous pose une question. Oui, voilà. José André a dit log. Il a raison. Si au lieu de s'emmerder, c'est pas de considérer dans toute sa difficulté le problème de la maximisation d'un produit, je transforme mon produit en somme. Ça va être vachement plus simple de dériver une somme, et puis ensuite d'annuler ma dérivée qui est la dérivée d'une somme. Parce que annuler un truc où il y a une somme, c'est jouable. Annuler un truc qui est une somme de produits, concrètement, dans ce machin qui est une somme de produits, ce que j'ai, c'est que j'ai n au carré facteur. C'est à mourir. Alors que quoi? Si je repars de l'écriture que j'avais, déjà, ça va pas être simple. Mais donc si je repars de l'écriture de la vraisemblance de x1, xi, xn, sous l'hypothèse mu. Ça, on avait dit, c'est le produit pour i égale 1 à n
de 1 sur racine de pi, non, sur sigma racine de pi, pardon, exponentielle, moins 1,5, xi moins mu sur sigma au carré, et je ferme la parenthèse. Donc ça, si je prends le log de ce truc-là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai log de tout ça, là, est égal à log du produit. Mon Dieu, c'est illisible. Mais le log d'un produit, c'est la somme des logs. D'accord? Log de AB, c'est log de A plus log de B. Donc, en fait, le log de la vraisemblance, donc j'écris maintenant x1, xi, xn, sachant mu. Donc le log de cette somme, c'est la somme des logs, donc c'est la somme pour i égale 1 à n, de quoi? Bah de log 1 sur sigma racine de pi exponentielle moins 1,5 xi moins mu sur sigma au carré, je fais une deuxième parenthèse. Bon, alors le progrès ne vous paraît pas absolument évident. Sauf que là, ce que j'ai, c'est que j'ai une somme de logs, mais une somme de logs qui sont les mêmes des logs de produit. En effet, j'ai le produit de 1 sur sigma racine de 2pi par exponentielle 1,5 machin. Or, le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc en fait, si je prends le log de 1 sur sigma, pardon, 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1,5. Je vais m'arrêter à exponentielle moins 1,5 de A parce que sinon je n'aurai pas la place sur cette ligne-là. Mais donc là, j'ai quoi? J'ai en fait, j'ai log de 1, d'accord, moins log sigma racine de 2pi, plus log de exponentielle. Et alors là, le problème, c'est que j'ai pas la place, moi, d'écrire. Mais donc log de exponentielle moins 1,5 de A. Et évidemment, log de exponentielle de moins 1,5 de A, comme la fonction log, c'est la réciproque de la fonction exponentielle, c'est directement moins 1,5 de A. Donc on va quand même vachement simplifier. D'autant plus que log de 1, c'est 0. On va vachement simplifier parce que, du coup, si... alors, ici, en fait, la ligne que je viens d'écrire, on va simplement dire, on note que bon, et à partir de là, on peut écrire que le log de la vraisemblance, x1, xn, sous l'hypothèse mu, j'essaie de gagner de la place, c'est quoi? Bah, c'est moins sigma des log, pardon, oui, log sigma racine de pi, plus sigma
Sigma de quoi? Ben, sigma de moins 1,5 xi moins mu. Ah, c'est pas joli. Sur sigma au carré. Bon. Alors, ça paraît quand même encore assez monstrueux. Sauf que, en fait, si on cherche à maximiser ce truc-là... Ah oui, alors, j'aurais peut-être dû vérifier ça avant de me lancer dans un calcul aussi compliqué. Mais en fait, l'avantage de passer en log, c'est que le logarithme étant une fonction monotone, en fait, si je maximise log de la vraisemblance, comme le logarithme est monotone, si vous voulez, les valeurs de xi qui vont maximiser ou la valeur de mu plutôt qui va maximiser le log de la vraisemblance, va aussi maximiser la vraisemblance elle-même. Donc de fait, ça a du sens de passer en log, parce que la solution que je vais trouver pour le log de la vraisemblance, pour maximiser le log de la vraisemblance, ça va aussi maximiser la vraisemblance elle-même. Bon, donc en fait, pour pouvoir aller plus loin, ben là, je vais essayer de calculer la dérivée de ce machin-là. Il commence à être fortement l'heure. Mais peut-être que on va juste tracer les étapes suivantes, d'accord? Là, ce qu'on a, c'est qu'on a le log de la vraisemblance. Ce qu'on peut faire, c'est que on dérive la vraisemblance par rapport à mu. On dit que la dérivée est égale à 0. Et à partir du moment où on dit que la dérivée est égale à 0, bah on va avoir une équation. Et cette équation, elle va nous permettre d'identifier mu. Pourquoi? Parce qu'il y a manifestement du mu dans l'équation. Regardez, quand on va dériver ce machin-là par rapport à mu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le premier terme, il n'y a pas de mu dedans, donc il va disparaître. Bonne nouvelle. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une somme de xi moins mu au carré sur sigma à dériver par rapport à mu. C'est pas super méga friendly, mais c'est pas non plus abominable. Pourquoi? Parce que les xi moins mu au carré sur sigma, si vous voulez calculer les dérivées, il suffit de développer ce machin-là. C'est quoi? C'est xi au carré, moins 2 mu xi, moins mu au carré. Xi au carré, ça va faire 2xi, et 2xi mu, quand vous allez dériver, ça va vous faire du 2 mu. Et donc vous allez avoir un truc où vous allez avoir des xi et des mu. Et quand vous dites un truc où il y a des xi moins des mu qui est égal à 0, bah vous allez avoir votre mu comme une fonction des xi. Donc c'est qu'on y est là. Si vous avez 5 minutes, on peut même y arriver. D'accord? On peut même y arriver simplement en posant donc que la dérivée du log de la vraisemblance de xi, sachant mu, par rapport à mu, c'est quoi? Donc on a dit en fait ce terme-là, ça va donner rien du tout. Donc il y a juste ce terme-là. Donc on va dire c'est la dérivée de en fait moins 1,5 de la somme des xi moins mu sur sigma au carré, ça dérivé par rapport à mu. Et ce truc-là, là, c'est quoi? Xi moins mu au carré sur sigma. C'est donc tout simplement xi au carré, xi au carré moins 2 mu xi plus mu 2 sur sigma 2. J'avais pas vu que mon signe
Mon signe plus, il était aussi pourri. Voilà. Donc c'est pas forcément très joli, mais en fait, la dérivée. Donc la dérivée. Là, c'était un mu en principe. La dérivée par rapport à mu de cette quantité-là, donc moins 1 de mu fois la somme des xi au carré moins 2 mu xi plus mu 2 sur sigma 2. C'est pénible ce truc. Pardon. Donc la dérivée de tout ce bitonio là, c'est quoi? Bah, le mu au carré, il n'y a pas de... Pardon. Le mu au carré, ça va vous donner 2 mu. Le 2 mu xi, ça va vous donner ce qui va bien. Et le xi au carré, ça va rien vous donner du tout. Donc ce qu'on a, c'est qu'on peut sortir moins 1 sur 2 sigma 2. Pardon. Ouais, c'est ça. Donc on peut sortir moins 1 sur 2 sigma 2. Et puis il reste la somme de quoi? Bah, moins 2 mu xi, la dérivée par rapport à mu, c'est moins 2 xi. Et mu 2, la dérivée, c'est 2 mu. Et ça, c'est pour i de 1 à n. Comme c'était le cas dans toutes les sommes. Donc même si c'est écrit comme un cochon, vous avez quand même compris que on a fait le plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a dit que la dérivée du log de la vraisemblance de x1, xi, xn, sachant qu'on fait l'hypothèse que tout ça c'est des tirages aléatoires de variables normales d'espérance mu. Donc la dérivée de cette vraisemblance, enfin plutôt du log de cette vraisemblance par rapport à mu, on a calculé que ça valait donc, bon alors on va s'affranchir du signe moins parce que ça nous enquiquine plus qu'autre chose, mais ça vaut donc 1 sur 2 sigma 2 fois la somme. Donc si on vire les signes moins, et si on vire les deux aussi, il va nous rester 1 sur sigma 2, xi moins mu. Page suivante, pardon. Donc on a 1 sur sigma 2, somme des xi moins mu. I de 1 à n. Et alors, si maintenant on annule la dérivée, donc on va dire que la dérivée du log de la vraisemblance par rapport à mu, c'est égal à 0 si et seulement si 1 sur sigma 2 fois la somme des machins est égal à 0. D'accord? Donc 1 sur sigma 2, la somme pour i égale 1 à n des xi moins mu est égal à 0. Bon, et ben ça, c'est quoi? Alors, de toute façon, le 1 sur sigma 2, on peut s'en débarrasser, parce qu'il ne changera rien. D'accord? En fait, le terme de gauche, il est égal à 0 si la somme est égale à 0. D'accord? Et donc, le fait de dire que la somme des xi moins mu est égal à 0, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que de dire, on va mettre tous les mu d'un côté. On va dire la somme
des xi est égale à la somme des mu. C'est pas de mouche quand même. Bon, la somme des xi, on peut rien y changer parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Mais la somme des mu, ça c'est égal à n mu. Puisque c'est n fois, ou n termes, qui sont tous égaux à mu. Et donc de fait, puisque c'est le cas, bah, ça veut dire que mu, il est égal à 1 sur n fois la somme des xi. Alors, comme ça, c'est un estimateur, on va lui mettre un chapeau, et on va dire que c'est mu du maximum de vraisemblance. C'était bien la peine de faire tout ce foin, parce qu'on vient de retrouver la moyenne empirique, qui était l'estimateur convergent qu'on connaissait déjà. Sauf que maintenant, vous savez que la moyenne empirique, de fait, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance de l'espérance, par exemple, de variables aléatoires, si vous faites l'hypothèse qu'elles sont normales. Alors, qu'est-ce que ça gagne de plus de savoir ça? Bah, de fait, ça ne vous fait rien gagner, sauf de savoir que si vous avez une raison de penser que les variables que vous observez, ce sont des réalisations de variables normales, eh bien, en prenant la moyenne empirique, vous avez l'estimateur de l'espérance de vos variables qui rend maximum la vraisemblance de votre échantillon. Concrètement, qui donne donc la probabilité maximale à ce que vous observez. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire mieux et du point de vue de la procédure d'estimation, et en fait, vous ne pouvez pas faire mieux non plus du point de vue des propriétés de cet estimateur. Je vais arrêter l'enregistrement avant que ça plante.